Bonsoir, bienvenue sur King Media. Merci de vous abonner et merci d'appuyer sur la cloche de notification. Sancho pour son 5e numéro aujourd'hui est dans un cadre très after work de la Maison des Loisirs avec un invité très spécial. Bonsoir, Monsieur Khali. Bonsoir et merci à Sancho et à toute l'équipe King Media pour cette invitation. Merci à vous, merci de nous avoir reçus dans ce lieu très somptueux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la Maison des Loisirs d'abord? La Maison des Loisirs, oui, je peux vous parler de cette entreprise mauritanienne dont moi-même je l'ai mise sur le pied depuis 5 ans maintenant. On rentre dans la 5e année. Et la Maison des Loisirs, c'est un complexe de divertissement où on joint l'utile à l'agréable. En haut, on a des chambres d'hébergement. On a également des salles de beIN Sport où les jeunes viennent regarder les matchs de football. Et dans cet espace, c'est le fameux espace que tout le monde presque connaît maintenant en Mauritanie et à travers aussi les réseaux sociaux partout dans le monde où se trouvent les Mauritaniens. C'est l'espace des soirées Latiré Hako, donc qui sont des soirées très innovatrices par rapport au plat traditionnel Peul qu'on appelle le Latiré Hako, que les gens viennent manger ici avec des soirées acoustiques un peu pour promouvoir les artistes mauritaniens. Et nous avons également un restaurant, donc on fait du fast-food et de la gastronomie. Et nous avons une grande salle de sport fitness. Donc en plus du pressing qu'on vient de lancer, un pressing, c'est un complexe. On a un accueil voilà, de pressing. Et on a également des baby-foot où les jeunes viennent jouer. On a des PlayStation, on a également des billards en haut. Voilà. D'accord. Donc c'est tout un complexe. C'est tout un complexe qui rentre dans l'entrepreneuriat, qui fait le commercial. Surtout. Voilà. On va revenir sur ça après parce que vous venez de dire le mot-clé. Entrepreneuriat. Et je pense qu'on va un peu s'atteler sur ça après. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de Khali Diallo, de son parcours? Parce que Sancho, comme vous le savez, nous retraçons le parcours exceptionnel de ces jeunes Mauritaniens-là qui sont issus de la Mauritanie, qui ont préféré rester là. Est-ce que vous pouvez un peu nous étaler votre parcours? Oui, avec plaisir. Khali Diallo, c'est un jeune natif de Bogué, un jeune Mauritanien qui se reconnaît dans toute la Mauritanie. Et c'est un jeune qui a perdu ses parents très tôt. Donc j'ai perdu mon père et ma mère très tôt. J'ai été adopté dans une famille française. Donc j'ai vécu pendant très longtemps entre la Mauritanie et la France. Avec mon père adoptif que je salue au passage, Christophe Rochigneux, qui est docteur en pharmacie. On a énormément voyagé en Afrique. Et je suis un jeune qui a fait des études en audiovisuel, en animation 3D, en journalisme radio et télévision à Dakar. Et puis après, qui a validé en marketing, un master en marketing communication au niveau de Easy d'ailleurs. Et je suis un self-made man. Je suis quelqu'un qui est sorti de nulle part. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'un coup de pouce pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis très fier de le dire. Je suis un produit entre les riches, les pauvres et les moyens. Je suis un enfant des ghettos qui vient de la Médinaire, du 5e, du 6e. Mais je suis aussi un enfant qui vient de Tevrazena parce que j'ai passé toute mon adolescence à ILOM où j'ai passé plus de temps de ma vie. Mais à mi-chemin entre aussi bien les quartiers chics que les quartiers populaires. Je me reconnais plus dans les quartiers populaires que dans les quartiers chics parce que là-bas, c'est le hood, la Médinaire, le 5e, le 6e, là où tout se partage, où aucune porte n'est fermée. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux choix d'implanter la Maison des Loisirs à mi-cheval, à 5 minutes du palais présidentiel, mais à 0,50 m, comme on dit dans le langage local du ghetto. Donc voilà un peu l'identité de Khali Diallo. Voilà. Je reviens un peu sur votre adoption. Qu'est-ce qui a porté le choix sur vous, vos parents adoptifs? Est-ce qu'ils ont eu à vous dire pourquoi ils ont porté le choix sur vous? En fait, ça n'était pas un choix, c'était un destin. C'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand cela se faisait, ce n'était pas, lui, on va le prendre pour l'adopter. Non, non. C'est venu naturellement et c'est venu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est
au-delà de l'adoption, ce n'est pas Khali qui n'avait pas de parents, qui était dans la rue, qui a été adopté. Non, c'est quelqu'un qu'on a trouvé dans une famille et qui a été adopté par un père qui s'appelle Christophe Rochigneux, dont je porte aujourd'hui le nom très fièrement parce que sur mon Facebook, tout le monde le voit, Khali Diallo Rochigneux. C'est pour ça le Rochigneux fait partie de mon identité. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Khali. À la limite, j'ai plus besoin de le dire. Je mets toujours en avant Khali Diallo, fils adoptif de Christophe Rochigneux, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc c'est mon identité et je le porte très fièrement. Il y a surtout ce côté de vous, c'est-à-dire pour ces jeunes qui vont nous regarder et qui nous regardent, il faut qu'il y ait une attirance, si je peux m'exprimer ainsi, pour que ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas de honte à dire que je viens du ghetto, hein? Qu'il n'y a pas de honte à dire que je suis un self-made man, qu'il n'y a pas de honte à dire que j'ai été adopté. Écoutez, moi je vais dire aux jeunes quelque chose de très clair. Vous savez, vous avez deux choses dans la vie. Vous avez le choix d'assumer votre identité ou bien d'être un complexé qui a un trafic de personnalité. Et moi, j'ai choisi la vraie voie. La vraie voie, c'est d'assumer. Assumer le côté positif de la personne comme le côté négatif de la personne. Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous des parcours différents. Et vous savez, j'ai l'habitude de le dire, les grands hommes ne sont pas venus dans la facilité. Les grands hommes, ils ont combattu, ils ont vécu la difficulté. Et ils se sont forgés leur identité. L'éducation, on vous la donne à la maison. Mais après, c'est vous qui décidez d'être éduqué ou pas. C'est vous, donc, qui décidez de votre personnalité ou pas. Si vous décidez que vous êtes un complexé, vous décidez que vous êtes un moins que rien, les gens vont vous identifier comme un moins que rien. Si vous décidez que vous êtes une personne respectable, polie, responsable, qui agit, qui s'assume, les gens vont aussi vous identifier comme ça. Vous savez, vous ne pouvez pas mettre du miel dans la bouche des gens, mais vous ne pouvez pas aussi mettre du sel dans la bouche des gens. Mais tout dépend de l'identité que vous construisez, votre carapace. Comment vous décidez d'être? Est-ce que vous décidez d'être une personne assistée? Est-ce que vous décidez d'être une personne qui va passer toute sa vie à pleurnicher sur son sort? Est-ce que vous décidez d'être une personne qui va se battre? Est-ce que vous allez décider d'être une personne qui va rester à l'extérieur du pays, qui va fuir son pays, qui va dire que ce pays-là, je ne m'identifie plus à lui parce qu'il y a trop d'injustice? Tout est question de choix. Moi, j'ai fait le choix d'assumer toute mon identité. Ce que vous venez de dire est déjà un peu la quintessence même de cette émission, c'est-à-dire que ces gens qui se disent que je ne m'identifie plus à ce pays-là, des gens qui préfèrent aller de l'autre côté, je ne sais pas, aller de l'autre côté, mais parce qu'ils n'ont plus cet espoir. L'espoir est perdu en quelque sorte. C'est ce que moi je vois dans ce que font les jeunes, dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de parler. L'espoir est perdu ici. Pourquoi il y a eu cette perte d'espoir-là? Bon, vous savez, il y a des jeunes qui ont quitté la Mauritanie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y a des jeunes à qui on a fait quitter la Mauritanie. C'est très important quand même de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Maintenant, il y a des choix comme nous, des jeunes qui ont eu la chance d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, mais qui n'ont pas été impressionnés, qui sont impressionnés d'investir dans leur pays malgré les difficultés. Nous, c'est un choix, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix. Dans la vie, vous faites le choix, vous l'assumez. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes ont quitté la Mauritanie parce qu'il n'y a pas de perspective pour beaucoup de jeunes. C'est aussi la réalité. Certains ont quitté avant peut-être d'attendre la chance d'arriver à l'aboutissement de leur engagement. D'autres ont quitté parce que économiquement, ils étaient asphyxiés, ils ne pouvaient plus vivre en Mauritanie et devenir des gens qui, à la limite, qu'on ne compte plus, même dans leur propre famille. Ils sont partis se faire une santé financière à l'extérieur. D'autres sont partis aussi pour des raisons de santé, pour des raisons d'études. D'autres sont partis tout simplement pour des choix. Vous savez, la vie, c'est des choix. Et les choix, elles identifient votre combat. Nous, en tout cas, personnellement, moi, je préfère rester en Afrique, travailler en Afrique. Et comme je l'ai dit dans le studio de mon frère Hervé, à la voix
de l'Amérique, la radio qui est basée à Washington DC, quand on m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de rester aux États-Unis? Je leur ai dit, moi, je rentre en Afrique. Je vais aller investir en Afrique, je vais aller me battre en Afrique. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce discours. Pour eux, tout jeune qui vient de l'Afrique, c'est un jeune qui vient dans le besoin. C'est un jeune qui quitte la misère. L'Afrique n'est pas que de la misère. Il y a beaucoup d'injustices, il y a trop de dictature peut-être, mais il y a aussi du positif en Afrique. Il faut que les gens arrêtent d'accepter cette caricature de la misère, de la maladie, de la mort, de la guerre de l'Afrique. L'Afrique, c'est gai. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là où il y avait des figures comme Thomas Sankara, comme Cheikh Anta Diop, comme Patrice Lumumba. Exactement. Alors, comme Nelson Mandela. Pourquoi nous allons continuer à accepter que l'Afrique soit ce visage déformé de la réalité d'un quotidien qui est beau, dans lequel on peut investir? Je ne dis pas que tout est positif. Je ne dis pas qu'en Mauritanie, tout est beau, que tout est nickel. Non, en Mauritanie, il y a de l'injustice. Il y a un désespoir grandissant chez la jeunesse mauritanienne qui n'a pas un accès à l'emploi. Mais il y a des jeunes comme nous qui n'ont pas pris de l'argent dans une banque, qui ont préféré emprunter de l'argent au niveau de leur famille, au niveau de leur contact personnel pour s'investir. Il ne faut pas qu'on mette dans nos têtes que oui, en Mauritanie, on ne peut pas réussir, on ne peut pas investir. Ce n'est pas vrai. Investir en Mauritanie, c'est très difficile. Investir en Mauritanie, c'est des gros risques. Mais dans la vie, il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, ne vous attendez pas à des résultats. Et je pense que vous êtes la preuve vivante de cela, parce que si d'autres personnes avaient eu la même chance que vous, ou avaient eu la chance que vous avez eu d'être adoptés par une famille française, c'est des gens qui auraient préféré rester en France et ne pas beaucoup s'attarder ici à Nouakchott. Vous avez pris le risque d'investir en Mauritanie, vous avez pris le risque de revenir en Mauritanie, alors que vous avez la possibilité et la chance de pouvoir vivre n'importe où. Oui, mon frère, je le dis souvent, un morceau de bois à beau séjourner dans l'eau ne deviendra pas caïman. Jamais. Moi, j'ai grandi en France, j'ai une éducation française, j'ai grandi en Mauritanie, j'ai grandi un peu partout. Mais mon identité, mon choix d'identité, mon pays, c'est la Mauritanie. Moi, je ne suis pas français, je suis mauritanien. Je suis français par adoption, je suis français par éducation, c'est un pays que j'adore. Mais la Mauritanie, je la place avant quoi que ce soit. C'est une question de choix. J'ai décidé de poser mes valises dans mon pays, de m'ouvrir au monde, d'échanger avec le monde, mais d'investir chez moi. Si les risques doivent me prendre, ils doivent me prendre ici. Si la mort doit me prendre, qu'Allah fasse qu'elle me prenne en Mauritanie. Voilà. Donc je pense que, vous savez, il faudra que les gens arrivent à comprendre une chose. Rien n'a été construit dans la facilité. Rien. Aucun pays n'a été construit sur la facilité. Les États-Unis, c'est des siècles de travail. La France, avant la révolution de 1789, c'était les seigneurs et les serfs, c'était le pire esclavage, c'était la vraie barbarie. Mais il y a eu les Français qui ont mené la révolution de 1789, ils ont dit il faut que ça s'arrête. En Afrique, c'est pareil. Au Sénégal, à côté, la Mauritanie avant faisait partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Mais aujourd'hui, la Mauritanie est un pays indépendant. Le Sénégal est un pays indépendant. Après, d'autres me diront, oui, on est toujours sous le joug des anciens colons. Mais quel que soit Alpha, on est quand même indépendant. Donc, il faudra que nous, les jeunes, on se libère. On se libère psychologiquement. Il faut qu'on arrête de dire, ça ne marche pas, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas se faire. On est trop dans la négation. Non, il faut que ça s'arrête. Nous, on peut développer à notre façon. Mais à quoi est due cette négation? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est récurrent, qui se voit, que les gens essayent, des jeunes, des fois, essayent d'aller de l'avant, mais il y a toujours une barrière Écoutez, on a tous eu des barrières, on a tous eu des bâtons dans les roues. Si je me mettais ici à égrener toute la vie négative que moi, personnellement, j'ai eue, je pense qu'on me dira, mais pourquoi tu es encore là? C'est idem pour vous, c'est idem pour quelqu'un d'autre. Il faut aussi regarder le côté positif des choses. Tout n'est pas perdu. Il faut que nous, les Mauritaniens, qui devons construire le pays demain, nous nous battons pour l'avenir de notre pays. Il faudra que nous, qui pensons que ce pays-là, il est le nôtre, il faut qu'on arrête de tomber dans la faiblesse de dire que tout est perdu. Tout n'est pas perdu. Il faut se battre et pour se battre,
pour se battre, il faut rester chez soi, mais il faut aussi aller vers l'extérieur. Il faut aller s'ouvrir aux autres. Je ne dis pas que tous les Mauritaniens doivent rester en Mauritanie. Ça aussi, ce n'est pas possible. On est dans un monde qui est devenu un village planétaire. Chacun peut prendre sa valise, aller habiter à Hong Kong ou aller habiter en Chine. Mais celui qui a le choix, celui qui a pris le choix de rester en Afrique, il doit se battre pour avoir sa place. Et moi, quand j'entends certains jeunes dire oui, ce pays-là, on ne se reconnaît plus à la Mauritanie, moi je dis vous avez tort. Je pense qu'on aura à parler de ça dans la deuxième partie de notre émission, mais je voudrais un peu qu'on revienne sur cette positivité-là. Parce que tout le monde ne jouit pas de cette positivité que vous avez ou quelqu'un d'autre a. À travers vous et à travers King Media, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes qui nous regardent pour qu'ils puissent au moins, malgré tout ce qui se passe autour de nous, rester positifs et croire en leur talent et croire en leur pays? Mon frère, on peut conseiller les gens. On peut leur dire il faut faire, il faut ceci, il faut cela. On peut partager avec eux des expériences. Mais on ne pourra jamais créer en eux leur personnalité. La personnalité, c'est la personne qui l'a créée en elle. Si tu acceptes de tomber et de ne plus jamais te relever, c'est toi, c'est ton choix. La vie, c'est des étapes. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Certains disent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc la vie, c'est un apprentissage tous les jours. Quand je prends le micro, je parle, il y a des gens qui savent par quel chemin nous sommes passés, nous les jeunes, pour arriver à ce point aujourd'hui. Mais en fait, l'objectif n'est pas ce point. L'objectif, c'est de changer ce pays. C'est demain. Pourquoi pas ne pas être les présidents de ce pays? Pourquoi ne pas être des députés de ce pays? Mais on est Mauritaniens. On a le droit de nous battre pour notre existence. On ne peut pas laisser tout. Comme on dit, le système nous prend tout et on doit tout laisser au système. Non, moi je refuse de laisser ma part à celui qui a déjà pris sa part dans ce pays. Quelqu'un ne peut pas venir en tant que citoyen, il a sa part, il a son droit, il veut prendre son droit et il veut prendre le mien. Non. Et pour ça, il faut résister. Résister économiquement, résister psychologiquement et ne pas croire aussi. Certains croient qu'en Europe, aux États-Unis, c'est le paradis. Moi, je dis aux gens, écoute, il faut aller vivre là-bas pour comprendre ce qui se passe. Ces gens-là, ils n'ont rien de mieux que nous, sauf une seule chose, la volonté de se battre. Et l'organisation. Si on a la volonté de se battre et qu'on s'organise pour ça, je pense que tout nous réussira. Après, je le dis et je le répète encore une fois, on est dans un pays, en Mauritanie, comme un peu partout en Afrique, dans des pays où on met les bâtons dans les roues des jeunes, où les jeunes ne sont pas impliqués dans le cercle décisionnel. Mais ça, il ne faut pas juste rester là à dire les jeunes ne sont pas impliqués. Il faut que les jeunes se battent pour qu'ils soient acceptés. Il faut que les jeunes se battent pour qu'ils s'impliquent eux-mêmes. Que demain, dans la prochaine échéance électorale, qu'il y ait des jeunes Mauritaniens au Parlement, qu'il y ait des jeunes Mauritaniens à la mairie. Oui, c'est possible. Mais quand on se met dans la tête, ce n'est pas possible, eh bien, même si ça devait être possible, ça devient impossible. Je pense que vous avez un peu griffonné de la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire de la partie économique et politique. Vous êtes toujours sur King Media. Merci de suivre Sancho. Monsieur Khalid Diallo, est-ce que vous êtes militant d'un parti politique actuellement? Je ne suis pas et je n'ai jamais été militant d'un parti politique dans l'histoire. Et vous soutenez? Par contre, j'ai été sympathisant de partis politiques. Et ça, il faut aussi que les gens le comprennent. Être sympathisant et être militant, c'est différent. Je suis bien d'accord avec vous parce oui. qu'on va aborder ce sujet-là. Oui. Donc, moi qui vous connais, oui. personnellement et particulièrement, je peux pas juger la personne à travers son orientation politique. Tout à fait. Chacun a le choix libre de choisir le camp qu'il veut. Tout à fait. Ça, c'est... Mais comment vous pouvez faire comprendre à ces gens qui ne pensent pas de la même manière que vous, que je ne sais pas, mais comment vous pouvez leur faire comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes dans telle mouvance ou autre que vous avez changé de camp? Écoutez, vous me donnez une très belle occasion de développer un peu surtout ma pensée. Vous savez, et ça je le dis, dans les yeux de tous les gens qui sont en train de regarder.
sans vantardise, aucune. Je peux me permettre de dire que je suis l'un des rares jeunes en Mauritanie où aucun homme d'affaires n'a une corde sur mon cou. Personne ne me donne de l'argent pour le suivre ou pour l'écouter ou pour parler de lui. Mon problème avec beaucoup de gens, ce n'est pas parce que j'ai choisi des camps politiques, non. C'est parce que je suis libre. Vous savez, être libre, c'est quoi? Moi, je préfère vendre ici mes sandwichs à la maison des loisirs, garder ma tête haute, sans jamais que personne ne me dise tu dois parler ou tu dois te taire. Dans la dignité. C'est important. C'est très important. Quand vous perdez vos dignités, vous perdez tout. Après, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus valeureux des êtres humains, il a eu des ennemis au sein de sa famille. Je ne parle pas de dehors, je parle même dans la famille. Il y a eu des ennemis au prophète, des gens qui se sont opposés à lui, alayhi salatu wa salam. Moi, ma référence, mon référentiel religieux, c'est l'islam. C'est le prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si cet homme-là, honorable, si cet homme presque parfait, que Dieu a mis sur mon chemin, pour lequel je donnerai toute mon existence et mon âme, a été fustigé par sa propre famille, Khalid Diallo, un petit morceau de chair humaine, il n'a pas à se plaindre. L'essentiel, c'est quoi? C'est que quand vous faites une chose, faites-la avec conviction. Quand vous faites une chose, faites-la parce que vous n'attendez pas qu'on vous juge. Moi, encore une fois, si demain, je devais faire un choix politique, je le ferai et je l'assumerai. Vous savez, le problème en Mauritanie, ce n'est pas de faire un choix politique. Le problème, c'est d'assumer son choix politique. Et moi, j'assume tout, absolument tout. J'assume quand c'est bon et j'assume quand c'est pas bon. D'accord. Ça, je pense que vous avez été très clair. Voilà. Et comment est-ce que vous pouvez noter la situation, s'il s'agissait de donner une note, par exemple, à la situation économique et politique de la Mauritanie? Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'elle a régressé? Je suis de ceux qui pensent, et de manière très claire, que la Mauritanie, c'est un pays qui ne pourra jamais, jamais se développer tant que la question du règlement définitif de la question des déportations, de la problématique des négro-mauritaniens qui ont été assassinés en 1986, de la problématique des personnes mauritaniennes, des citoyens qui ont été déportés vers le Sénégal et le Mali, si ces questions-là ne sont pas réglées, et de manière sans violence, sans haine, de manière très pacifique. Une assise nationale? Une assise nationale qui permettra à tous les Mauritaniens de se retrouver autour d'une table, de se parler non pas en tant que des ennemis, mais en tant que des frères issus d'une seule nation, partageant la seule et unique religion. Si cela se passe, on peut penser au développement de la Mauritanie, on peut penser à l'économie mauritanienne. Pour le moment, je suis de ceux qui disent que notre pays, malgré tous les risques que nous prenons, on est assis sur un volcan. Vous ne pouvez pas, 40 ans après, qu'il y ait des orphelins, des veuves qui continuent chaque 27 novembre ou chaque 28 novembre réclamer la justice et que la justice mauritanienne n'en parle pas. Et ça, j'invite le président de la République, M. Mohamed Cheikhoul Ghazouani. Je n'ai pas contribué à son élection parce que je n'étais pas dans son camp politique. Mais je l'invite aujourd'hui, il est le président de tous les Mauritaniens, qu'on le veuille ou pas. J'invite le président de la République de manière très polie, de manière très sage, de manière très responsable à trancher cette question pendante, la poser en débat, la poser en discussion pour trouver des solutions. Et non pas pour trouver des problèmes ou aggraver le problème. Si cela se fait, il y a autre chose qu'il faut régler. C'est la question de l'enrôlement biométrique. Il est inconcevable qu'on soit en 2021, qu'il y ait encore des enfants mauritaniens qui sont recalés à l'école, qui ne peuvent pas continuer leurs études parce qu'ils n'ont pas le sésame administratif citoyen qui reconnaît leur existence sur un territoire qui a vu leurs grands-pères et leurs grands-parents se battre pour son indépendance et pour sa stabilité. C'est inconcevable. Qu'ils soient Biwani, qu'ils soient Hartani, qu'ils soient Wolof, qu'ils soient Soninké. Mais à la base, ça, est-ce que ce n'est pas de la négligence des parents d'avoir un enfant, de ne pas déclarer l'enfant dès la naissance? Il y a un peu de la négligence pour certains cas. Mais il y a d'autres cas,
c'est des cas de discrimination. Et aujourd'hui, c'est des dossiers qui existent. On n'invente rien. On ne réinvente pas la roue. On pose les problèmes tels qu'ils sont. Moi, je pense qu'on doit essayer de poser des problèmes et ne pas essayer de se justifier parce qu'il y a un problème. Non, Surtout. je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans, oui, il y a tel problème parce qu'il y a ça. En fait, quand vous dites ça, c'est comme si on essayait de justifier l'injustifiable. Moi, je suis de ceux qui pensent que tous les Mauritaniens, d'où qu'ils viennent, doivent avoir, s'ils remplissent les conditions, leur papier d'état civil. En tant que Ça Mauritanien. permet d'abord de booster l'économie, parce que quelqu'un peut aller entreprendre parce qu'il a les papiers, il peut aller apprendre dans une école des études supérieures parce qu'il a des papiers, il peut aller ouvrir une banque parce que déjà il est mauritanien, mais si lui, il a toutes les compétences humaines du monde et que les compétences administratives qui lui reconnaissent sa nationalité ne sont pas là, moi je pense que c'est une peine perdue. En fait, je ne le dis pas dans le doigt accusateur, mais je le dis parce que c'est un souci pour moi de régler cette problématique. Le troisième point, et sur lequel je vais peut-être m'arrêter pour vous donner la parole, c'est l'accaparement des terres. Quand je dis l'accaparement des terres, ce n'est pas que la vallée, non. Quand un Mauritanien lambda va en Chine pendant 50 ans, il fait le planton ou le petit commerçant, il arrive à avoir 3 ou 2 millions d'ouguiya, il achète un terrain à Darnaïm ou à Basra, que Khali Diallo ou Mohamed Mahmoud ne viennent pas construire sa maison sur un terrain qui ne lui appartient pas et qu'après on dit non, Adlou Solh, faites un arrangement. Il faut que l'État mauritanien garantisse à tout Mauritanien, à tout individu qui achète une petite parcelle de terre, sa sécurité de demain pouvoir construire pour avoir un domicile respectable. Voilà mon souci aujourd'hui par rapport aux questions les plus pendantes, les plus urgentes. Après, il y a énormément d'autres questions, mais je ne suis pas quelqu'un qui continue à énumérer que les problèmes. Aujourd'hui, il faut qu'on aille dans poser le problème, proposer des solutions. Comme vous le dites, on est assis sur un volcan. Il y a d'un côté la peur et de l'autre la méfiance. Et je pense que tant que ces deux choses-là ne sont pas réglées, il n'y aura pas fusion et il n'y aura pas discussion. Parce qu'en tant que Mauritanien, on doit discuter, on doit se parler les yeux dans les yeux. Ce qui est passé est passé. Le plus important, c'est de reconnaître ce qui est passé, pardonner oui, oublier non. Mais surtout que les gens se disent la vérité en face. Et je pense que les gens qui vous regardent et les gens qui connaissent Khali Diallo ont été très satisfaits de votre intervention. Et nous aussi, King Media, on a été très satisfaits de venir ici, dans ce complexe, cette maison de loisirs. Moi, j'ai eu à vous fréquenter quand on était à Easy ensemble, où vous étiez surveillant général et que moi, j'étais étudiant. Vous avez toujours été une personne qui était tout le temps proche des étudiants, qui les écoutait et qui les conseillait, comme un grand frère que vous êtes pour nous tous. Et King Media vous remercie de nous avoir accueillis ici, d'avoir tourné avec nous malgré le retard et tout. Et on est très content d'avoir tourné avec vous, M. Khali Diallo. Ce fut un plaisir pour moi d'être là devant vous parce que vous êtes un grand frère que je respecte et que j'adore beaucoup. Merci à vous. Malgré les difficultés, encore une fois, vous essayez d'innover et vous osez à travers une chaîne YouTube. Cependant, j'invite tous les Mauritaniens à soutenir les initiatives comme ça, soutenir les jeunes. Allez sur YouTube, regardez la vidéo, permettre à la chaîne d'être bien monétisée, liker, faire des commentaires, partager. Je pense que ça, c'est un minimum pas très difficile qu'on demande aux jeunes, surtout qu'ils sont tout le temps connectés. Je vous remercie et je joue juste le rôle du grand frère. Quand les petits frères appellent le grand frère, il doit être présent à tout moment, à n'importe quelle heure. Il doit attendre que les petits frères qui l'ont appelé disent qu'ils ont terminé pour que lui se replie. C'est ça la loi du ghetto. C'est soit la loi de l'éducation de base, l'éducation populaire que nous avons tous connue et c'est une fierté. Et j'en suis le témoin oculaire et auditif de ce que vous venez de dire. Merci. Parce que je l'ai vu et je l'ai vécu avec vous. Merci de nous avoir suivis sur King Media. Sancho revient dans 15 jours avec un autre invité. Merci, partagez et likez. Merci.